Bonjour à tous. Alors, je vous propose de démarrer notre atelier qui va faire un focus sur les fonctions les fonctions logicielles qui sont portées par le programme Symfony. Donc on va faire une présentation en 3 parties. Un bref rappel de ce qu'est le programme Symfony, ses constats, convictions, ambitions. On va essayer de vous montrer quels sont les apports des outils du programme Symfony dans la chaîne accueil, facturation, recouvrement, trésorerie. Et on terminera par vous donner un petit peu de perspective. Donc avant de commencer, peut-être nous allons présenter les différents intervenants. Donc tout d'abord, nous avons la chance d'accueillir Madame Ginon du GHU que je vais laisser se présenter. Bonjour à tous, donc, je suis Sandra Ginon, donc, je suis responsable facturation frais de séjour sur le site Sainte-Anne du GHU Paris, donc ex-hôpital Sainte-Anne. Voilà. En charge du projet CDRI et ROC. Entre autres. Ensuite, moi-même, donc Florian Cateau, je suis à l'Agence du numérique en santé depuis 2014, donc principalement sur le programme Symfony. Et j'ai été rejoint il y a maintenant un peu plus d'1 an par Loïc Hubert. Donc enchanté, Loïc Hubert. Donc j'ai rejoint Florian il y a une petite année et demie pour renforcer les équipes dans le cadre de l'émergence du programme Symfony. Alors allons-y. Donc un bref rappel sur le programme Symfony. Donc déjà, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, Symfony, c'est pour simplifier et digitaliser le parcours administratif du patient à l'hôpital. Donc c'est un programme qui a été lancé en 2014 l'ambition de ce programme, c'est principalement d'accompagner les établissements de santé dans la sécurisation de leurs recettes, qui est un premier point, mais aussi et surtout diminuer la charge administrative des personnels et des patients. Le programme a été conçu sur un certain nombre de constats qu'on partage ici. Un premier qui est que les services, les outils utilisés par les établissements n'étaient pas au service des équipes hospitalières. On était plutôt sur une logique inverse. Des recettes qui n'étaient pas sécurisées et des processus qui étaient bien souvent très complexes et mal maîtrisés. Donc il y a un certain nombre de convictions qui ont émergé de ces constats. On a choisi ici, pour introduire notre propos, de faire le zoom sur 2 convictions particulières. Déjà, un premier point, c'est bien prendre conscience que l'accueil et le recueil d'activités sont des étapes qui sont déterminantes pour la qualité de la facturation. Et surtout, un deuxième point qui va guider un peu toute notre présentation, c'est qu'on cherche à faire en sorte que les équipes de la chaîne accueil, facturation, recouvrement passe d'une logique de traitement systématique à une logique de traitement de l'exception. Donc ça va être un peu notre fil directeur tout au long de l'atelier et on aura l'occasion de détailler un peu plus ce qu'on met derrière ce point-là. Donc par rapport à ce premier partage, je vais interroger Madame Ginon pour déjà avoir son retour d'expérience. Est-ce que par rapport à ces constats, ces convictions, comment vous vous situez par rapport à ça ? Oui, alors tout à fait. Alors, en tant que représentant d'un établissement de santé, pour illustrer un petit peu ce que vient de dire Monsieur Cateau, vous m'entendez ? Si on peut partir d'exemple, au GHU Paris, lorsqu'on s'est engagé dans le programme Symfony en 2019 notamment, on avait fait un état des lieux de nos restes à recouvrer suite à la fusion des 3 établissements. Et donc pour vous donner un ordre d'idée, on était à peu près à 1 million d'euros d'impayés de la créance mutuelle. Et on était à peu près à 4 millions d'euros d'impayés reste à recouvrer, uniquement CEPAM. Je ne compte pas les autres caisses. Voilà. Donc, si on doit faire un constat avant de s'engager dans le programme Symfony, on pourrait partir de ce constat-là. C'est effectivement quand même pas mal de restes à recouvrer que rencontrent tous les établissements de santé, avec pas une bonne visibilité sur pourquoi les créances ne sont pas payées et comment tout un travail en fait pour assurer et sécuriser le recouvrement.
Donc effectivement, l'apport des outils Symfony, qu'on verra après décliner, c'est certes une ambition, mais je pense que c'est surtout un réel besoin pour les établissements. Bon, ce qu'on vous propose, c'est justement d'illustrer ces différents constats qui ont été confirmés par Madame Ginon, par la visualisation de ce que cela donne en fait dans un processus concrètement pour les métiers d'accueil, facturation, recouvrement, comment cela se passait avant l'émergence du programme Symfony. Donc le constat avant Symfony, alors qu'on a sur un ton provocateur mais limite en fait, vu ce que je viens de comprendre, on va vous parler en fait de la friabilité du processus d'accueil, facturation, recouvrement, trésorerie. Donc en fait plusieurs étapes, ça va être notre guideline pour les quelques diapositives qu'on va vous dérouler. Donc on va partir de la programmation de l'avenue, comme on vous l'a dit. La qualité de la facturation prend son émergence dans la qualité d'accueil et de recueil d'activité, jusque la facturation, donc le suivi du patient hors les murs de l'hôpital. Donc première étape, ce qui pourrait permettre effectivement d'avoir une bonne qualité à l'admission du patient, des informations, ce serait de pouvoir anticiper. Malheureusement, sans jugement de valeur, l'écosystème des systèmes d'information hospitaliers n'a pas permis aux établissements d'avoir une grande capacité d'anticipation, donc fatalement ça a limité le recours à la préadmission. D'autant que le jour J de l'admission, ça a généré effectivement des passages qui étaient obligatoires pour quasiment l'intégralité des patients, quelle que soit la qualité du dossier que l'agent aurait à traiter. Et ça s'appuie sur un certain nombre d'incertitudes, de trois types. Des incertitudes à l'identification du patient, de l'incertitude à l'identification de la validité des droits du bénéficiaire de soins, donc que ce soit pour la part d'assurance maladie obligatoire ou l'assurance maladie complémentaire, et également un autre point d'interrogation, une autre incertitude pour les agents administratifs, c'est de multiples processus, notamment pour gérer le circuit en tiers payant avec les organismes complémentaires. Donc ça, effectivement, ça se traduisait par le recours à la demande de prise en charge, qui était un élément qui permettait, effectivement, qui était une béquille pour les établissements pour pouvoir réaliser quand même leur circuit de facturation, mais qui reste un élément subjectif et qui laisse une place à l'incertitude. Si on se projette un petit peu à la sortie du patient, on arrive effectivement à la sortie du patient, on va se poser un certain nombre de questions au moment où on va lancer le processus de facturation. Les droits du patient sont-ils valides? Les montants facturés sont-ils les bons? Le débiteur sélectionné à l'encontre duquel on établit la facture, et encore une fois, est-il le bon? Et malheureusement, lorsqu'effectivement ces données n'étaient pas cohérentes, ça pouvait conduire à du contentieux. Alors de différents ordres quand même, ce contentieux, on l'a matérialisé en fait par un petit billet en fait qui est retardé. Donc là, pour ce qui est de l'assurance maladie et de la part AMC, on va plutôt parler de retard de trésorerie, mais pour la petite part patient, qui a été généralement difficile effectivement évalué avant la sortie du patient, il persiste généralement un reste à charge pour lorsqu'il persistait un reste à charge pour ce patient, il était très difficile à recouvrer. D'autant que l'établissement avait généralement pour recouvrer une petite somme de 5-6 euros que vous avez peut-être déjà reçu quand vous êtes hospitalisé, l'établissement avait à déployer des moyens qui étaient bien importants aux sommes récupérées. Ceci étant dit, toutes ces petites sommes mis bout à bout constituaient un petit trésor de guerre qu'il était nécessaire de pouvoir récupérer de manière plus fluide. Donc, encore une fois, on va vous solliciter, Sandra. J'aimerais savoir si ce constat avant Symfony, c'est juste le fruit de notre réflexion ou si vous partagez cette vision. Non, mais je la partage tout à fait. C'est vrai qu'avant Symfony, on était plutôt sur une logique de gestion en aval plutôt qu'en amont. C'est-à-dire qu'on gérait le dossier frais de séjour pendant le séjour du patient, voire à sa sortie. Avec souvent une récurrence des demandes, des dossiers, des papiers administratifs auprès du patient. Enfin, en tout cas, c'est l'expérience que je peux apporter sur notre établissement. Donc, c'était pas très... Enfin, il y avait une marge d'optimisation. Et puis, pour exemple aussi, concernant le reste à charge patient, souvent le patient, il était averti après quand il recevait la facture, mais pas pendant son séjour. Et pour ce qui concerne les problèmes de trésorerie, pour vous donner un exemple, on a constaté, par exemple, sur l'exercice 2021, on est à peu près à 500 000 euros de créances aux particuliers qui sont admises en non-valeur.
Donc ce sont aussi, ça veut dire 500 000 € de créances particuliers non recouvrées. Donc ça, plus les montants que je vous ai cités précédemment, si vous travaillez dans un établissement de santé, vous comprenez ce dont je parle. Mais c'est vrai que mis bout à bout, ça devient compliqué. Donc ça a tout son sens. Ok, bon, on a oublié l'enchaînement. Alors du coup, derrière le constat avant symphonie, parce que bon, on n'est pas là pour faire un cours d'histoire malgré tout, ce qui va être intéressant, c'est de se projeter dans les outils mis à disposition par Symfony et donc de pouvoir juger des apports de ceux-ci. Donc, j'enchaîne. Donc toujours sur cette même frise. Donc premier élément, et donc effectivement, diapositive précédente, on était allé, pour être gentil, en 2010. Là aujourd'hui, on est en 2022, les apports de Symfony, aujourd'hui dans la chaîne d'accueil, facturation, recouvrement. J'insiste sur le aujourd'hui. Et donc effectivement, des outils ont vu leur émergence. Donc les outils socles de Ma Santé 2022 pour les globaliser, même si quelque part c'est quand même le fruit de différents programmes qui ont été portés, Hôpital numérique, Open, 2007 pour les plus anciens, enfin bref, un certain nombre de programmes ont permis effectivement de gagner en capacité d'anticipation et également de mettre le patient au centre de son parcours administratif également. Donc les établissements gagnant en capacité d'anticipation par la mise à disposition de portails patients et ainsi de suite, j'en passe et des meilleurs, ça permet effectivement au niveau de la préadmission de disposer d'un certain nombre d'outils qui doivent répondre aux contraintes et aux incertitudes qu'on a présentées juste avant. On va vous les citer. Donc l'INS, lui, effectivement, fiabilise l'identification et le partage d'informations autour du patient. Alors que l'on parle de médico-administratif, de dossiers patients, voilà, ça effectivement, ça contribue à l'identification et au partage. On pourrait citer également le CDRI qui permet effectivement à l'agent, à l'instruction de son dossier, de pouvoir lancer des éléments de contrôle de la validité des droits d'assurance maladie obligatoire. Au niveau de ROC, du coup, en scannant l'attestation, donc en douchant le QR code data matrice qui est présent sur les attestations de tiers payants, l'agent valide également, a accès à la validité des droits AMC du bénéficiaire de soins et peut identifier également, en 2 en 1, le potentiel reste à charge du patient. C'est le contrat dit responsable pour le faire court. Et dans le cas où effectivement un reste à charge serait identifié pour le patient à l'issue de ROC, ça donne également la possibilité à l'agent administratif de proposer au patient du dossier que l'agent est en train d'instruire, de lui proposer de s'inscrire dans Diapason afin de également sécuriser la récupération de l'éventuel reste à charge en bout de ligne. Alors ça c'est effectivement un des premiers apports des outils de Symfony au niveau de l'admission. Allez, poussons un peu le bouchon, allons voir ce qui se passe au niveau des soins. Au niveau des soins, effectivement, ROC, et ça c'est vraiment pour le coup une valeur ajoutée, en cas de changement de situation qui impacte la facturation, par exemple on va dire la mise en place d'une chambre particulière pour un patient, la validation de l'inclusion d'une ALD, l'agent administratif peut également informer pour le coup avant la sortie du patient d'un éventuel reste à charge avec l'accès en fait au téléservice ROC qui fournira une réponse. Donc effectivement ça permet une meilleure communication avec le patient tant que le patient est dans les murs. Ça, c'est aussi important pour effectivement pouvoir sécuriser d'éventuelles récupérations de reste à charge. ROC également, j'ai introduit mais rapidement la demande de prise en charge tout à l'heure sur le avant Symfony. ROC en fait offre cette possibilité d'obtenir en fait un calcul en temps réel des montants pris en charge par l'AMC, ce qui en fait annihile toute subjectivité sur les montants à facturer. Et ça, c'est un point qui est très important. Ce qui permet en fait au niveau de la facturation, et vous allez comprendre du coup la logique de tous ces outils, qui permet effectivement de solliciter via FIDES une facturation sécurisée au filo de la part AMO, avec ROC de pouvoir sécuriser la part AMC, et en plus de cela avec Diapason qui est en quelque sorte le petit frère ou le cousin de ROC, de pouvoir opérer un recouvrement automatique du reste à charge patient. Donc toujours la même iconographie, vous voyez qu'effectivement la trésorerie est du fait des apports des outils Symfony sécurisés. Donc je serais curieux d'interroger Madame Ginon pour savoir si une fois qu'on a mis tout ça en place dans un établissement, est-ce qu'on a atteint tous les objectifs qu'on s'était fixés? Alors tous les objectifs en grande partie. Déjà on améliore effectivement le traitement, la qualité de la chaîne accueil-facturation. On a davantage une gestion en amont.
on fiabilise beaucoup plus les étapes. On peut avertir aussi le patient avant même sa sortie et nous assurer que le dossier va être complet et que justement le paiement va être sécurisé. Après, les outils s'accompagnent aussi d'être utilisés avec d'autres outils numériques et de logiciels de l'architecture de chaque établissement sur les systèmes d'info. Il faut le prendre aussi en compte dans la chaîne AFR. Donc ça nous donne une meilleure visibilité, en effet, mais je pense qu'on peut aller plus loin. Oui, je pense qu'effectivement, Madame Ginon faisait allusion, en fait, effectivement, on parle des documents, donc une bonne JET qui permet de référencer et d'indexer les documents des patients pour les retrouver simplement dans le système d'information peut être complémentaire et important pour le dispositif ROC. Voilà. Mais effectivement, moi je me pose quand même la question, mais Florian, tu as plus d'expérience que moi, pour le coup, sur les téléservices, on a fini le job ? Malheureusement, non, parce que là, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'on est sur du clic-bouton. C'est-à-dire qu'il y a eu une poussée d'acné dans les logiciels, il y a des boutons qui sont apparus partout. Et en fait, on a des super outils, mais qui nécessitent encore l'expertise des agents pour les intégrer au bon moment, les appeler au bon moment dans le processus, penser à les appeler, etc., etc. Donc moi, il y avait quand même une... vas-y, on va avancer. Donc, si ça veut bien. Donc peut-être qu'on peut revenir un tout petit peu en arrière, parce que je suis le papy de l'équipe, donc je peux parler de 2014, j'étais là. Hein. Donc effectivement, on a lancé le programme, on a pu constater un lancement séquentiel, hein. Tout n'a pas été lancé en même temps, il y a des projets qui sont venus en plus. Il y a eu Fides, il y a eu Rock, il y a eu Diapason qui est arrivé après pour essayer de couvrir toutes les problématiques qu'on a identifiées. De manière assez logique, côté éditeur de logiciels, on a eu une logique qui était similaire. Hein. Tout le monde n'a pas pu mettre en place tous les produits, tous les outils directement en même temps. Donc certains ont commencé par une brique, certains ont commencé par d'autres. Mais au moment où je vous parle, on arrive à un niveau de maturité où globalement, la plupart des éditeurs commencent à avoir tous les outils à disposition. Donc on a effectivement... avec la description qu'on vous a donnée, maintenant un écosystème qui est assez mûr où on voit qu'on a des outils qui sont disponibles et qui permettent effectivement de vérifier les droits, de répondre aux différentes contraintes qu'on avait jusqu'ici. Il y a juste une petite question là que j'aimerais bien poser à Mme Ginon. Est-ce que par exemple vous sauriez me donner le nom des téléservices qui sont offerts par le dispositif ROC ? Et me dire à quoi ils servent. Est-ce que je gagne quelque chose ? Notre reconnaissance. Pour la suite de la présentation, ça nous arrangerait. Alors ROC, ça se décline en plusieurs étapes. Vous avez d'abord ce qu'on appelle l'appel IDB. Donc ça va être la vérification des droits en ligne. C'est quasi instantané, hein. C'est vraiment quelques secondes. Donc vous savez d'ores et déjà si votre patient a encore ses droits ouverts auprès de l'AMC. Donc vous pouvez le faire en direct avec lui, en amont si vous faites la préadmission. Donc vous pouvez déjà l'avertir si jamais vous savez si Alors, vous savez pas forcément pourquoi il aurait des droits fermés parce que c'est pas un message qui vous est retourné, mais vous avez une information en tout cas si les droits sont ouverts ou fermés. Ensuite vous avez la fonction SIM, donc ça va être pour simuler la facturation. Donc ça va vous donner une indication sur le montant que va prendre en charge la part AMC. Donc embarquer effectivement le montant aussi de la part AMO. Et éventuellement, d'ores et déjà, il va vous indiquer s'il y a un éventuel reste à charge patient. Donc en fonction du contrat AMC du patient. Donc vous pouvez déjà à cette étape informer le patient s'il va avoir un reste à charge à payer, ou pas. Ensuite, vous avez la fonction CLC, où là, vous êtes effectivement plus sur l'étape de facturation. Donc ça va vraiment vous fiabiliser le calcul de la part AMC, le numéroter, pour ensuite lancer votre flux DRU, donc votre flux de facturation que vous allez envoyer auprès de l'AMC. Donc, petit distinguo à faire entre les séjours hospitaliers et les consultations externes. C'est-à-dire que les consultations externes, vous n'avez pas à faire de simulation.
Par contre, vous êtes obligé d'attendre, c'est fiabilisé dans le sens où vous êtes obligé d'attendre un retour de paiement de la part AMO. Ce qui est logique en fait, parce que si l'AMO ne paye pas, je ne vois pas pourquoi l'AMC devrait payer sa part sur la consultation du patient. Donc vraiment, toutes les étapes du processus sont fiabilisées jusqu'au bout. Et bien justement. Alors moi je mettrais 9 sur 10. Ah, qu'est-ce que j'ai oublié? Vous avez oublié le DEL. C'est normal. Est-ce que c'est un acte manqué? Je regarde Monsieur Fassancieux. Oui. Ah non, mais c'est un super exercice. Pourquoi le DEL au final? Si votre facturation elle est à nickel. 100% sûre, il n'y a pas de DEL à avoir? Non, bravo. Non, bravo, mais justement notre objectif, on aimerait bien se retrouver l'année prochaine ici et faire le même exercice avec un établissement et que cet établissement soit incapable de me dire les téléservices qu'il y a derrière ROC. Ça va être l'ambition qu'on va vous présenter dans la suite. Là, on voit bien que Madame Ginon, c'est une experte, elle a ouvert le capot, elle connaît tout comment ça marche, au détail près, elle sait nous dire ce qui passe. Mais en fait, ça c'est normal, elle va nous parler un peu de son expérience en tant qu'expérimentateur du dispositif, mais notre objectif, pour illustrer un peu le propos, c'est que demain, quand on interroge un établissement, il soit incapable de me dire ça. Il est juste capable de me dire, en fait, ça me permet juste de vérifier que j'ai une couverture valide, mais sans être capable de me nommer les services. Et pour faire ça, en fait, on est aujourd'hui à cette étape du programme, dans cette logique des fonctions logicielles qui sont intégrées dans les logiciels de gestion administrative patient. Et en fait, on souhaite, à travers cet atelier notamment, faire prendre conscience à l'ensemble de l'écosystème de l'opportunité d'aller encore plus loin. C'est-à-dire qu'on est convaincu qu'on a déjà franchi une marche importante avec la démonstration qu'on vous a faite, mais qu'on peut aller encore plus loin en intégrant, en automatisant un certain nombre de choses. Et donc, on a donné vie, on a donné un petit nom à cette ambition, c'est Super SIH. Alors normalement, on devait y arriver avec une cape, un collant, etc. Mais rupture de stock, on n'a pas pu l'incarner comme on aurait voulu. Mais on fait comme on peut. Alors peut-être pour essayer d'aller un peu plus loin dans cette logique-là, la question qu'on se pose finalement à chaque étape, c'est pourquoi en fait aujourd'hui l'agent doit cliquer sur un bouton pour lancer un téléservice. Et donc, on peut peut-être partager notre expérience vécue. De la première fois, on est venu rencontrer Madame Ginon. Et Madame Decuche. Comment? Et Madame Decuche, pardon. Je vous laisse peut-être raconter un peu l'histoire. Oui, après, moi, je trouve important déjà de décloisonner un petit peu les relations, même avec la tutelle et en l'occurrence avec l'ANS, et de voir aussi comment ça se passe sur le terrain. Et donc, moi, j'étais déjà très contente de ce que j'avais à disposition dans ma GAP. Et c'est vrai que Monsieur Cato, en l'occurrence, a eu un tout... C'est moi le méchant. Non, mais c'était très intéressant. Vous avez eu un autre regard sur effectivement ce que j'ai pu vous démontrer à l'écran et les fonctionnalités qu'on avait déjà à disposition et dont nous étions déjà très satisfaits et très heureux. Et c'est en ça que je trouve que le travail de partenariat est très intéressant puisque nous, on a notre regard de terrain établissement. Je me permets, Monsieur Fassancieux, vous représentez l'éditeur aujourd'hui. Vous avez aussi vos contraintes et votre regard, mais vous avez aussi le vôtre et ça fonctionne un peu en tripartite. Et je pense qu'effectivement, c'est intéressant que vous puissiez faire appel à Super SIH, en fait. Parce qu'effectivement, il faut qu'on aille plus loin. Donc là, nous, on est satisfait parce qu'on va pouvoir réduire nos délais de facturation, on va pouvoir commencer à automatiser certaines choses, notamment aussi avec la mise en place du CDRI Parlo, il y a des choses qui s'automatisent. Mais en effet, vous nous avez apporté ce regard qu'on pouvait aller plus loin et vous nous l'avez aussi démontré. Donc maintenant, on attend. Hein. Elle le dit gentiment, mais j'ai râlé et je me suis énervé. Et moi, j'ai tempéré.
Non, mais voilà, c'est pour illustrer le propos. C'est qu'effectivement, quand on voit pulluler des boutons pour appeler des fonctions, effectivement, on porte un peu cette ambition de se dire, mais il y a des endroits en fait où ça pourrait se faire tout seul et on pourrait encore gagner en automatisme, en qualité, en simplification pour les agents. Et donc, voilà, on en arrive après ces perspectives là qu'on voudrait partager avec vous, parce qu'on est conscient qu'il faut que ça soit une prise de conscience qui soit collective pour que tout le monde le porte. Et on voudrait encore plus, éviter l'intervention humaine. Donc c'est ce qu'on porte ici dans cette dernière phrase, et faire en sorte que ce soit le système d'information qui détecte les bons événements dans le processus pour déclencher les téléservices lorsqu'ils sont nécessaires. Et donc, effectivement, qu'on arrive à je parlais de l'année prochaine, de pouvoir réinterroger un établissement qui soit incapable de me dire en fait ce qui se passe dans la machine derrière, mais qui me dise juste, moi, quand j'ouvre mon logiciel de Gap, j'ai des voyants verts qui me disent qu'il y a une couverture complémentaire, des voyants rouges, je ne sais pas ce qui se passe derrière. Voilà, ça c'est notre objectif qu'on se fixe. Et donc, je vais laisser Loïc vous faire rêver un petit peu avec les étoiles du Super SIH. On va essayer. Donc du coup, effectivement, ce qu'on peut constater du propos, c'est que Madame Ginon, avec nos différents échanges, parce que ça ne s'est pas fait en une fois non plus, effectivement, a pris conscience que la question que l'on pose là, bêtement, faut-il cliquer pour lancer l'action, effectivement, quand on se pose étape par étape, on se rend compte que, au bout du compte, il y a beaucoup d'étapes où l'intervention humaine pour lancer le téléservice n'est pas nécessaire. Donc faisons la démonstration. On reprend notre ligne conductrice, donc on reste effectivement dans les mêmes propos liés à la programmation. Et donc au niveau de la préadmission-admission, plutôt qu'effectivement se poser la question de lancer tel ou tel téléservice, on va se positionner en fait sur un objectif métier. L'objectif métier à l'admission, dans un premier temps, ça va être de vérifier l'identité du patient et de valider les droits AMO et AMC du patient. Donc, compte tenu de la qualité de la conception en fait, des différents outils et de leur évolution récente pour CDRI Parlo et ainsi de suite, et de la certification des différents éditeurs qui font beaucoup d'efforts sur ces différents sujets, en fait, tout à l'heure on parlait d'agents, mais au bout du compte, l'INS, la GAP peut solliciter sur la base des informations qu'elle a récupérées, par le portail patient, par la lecture de la carte vitale, demain par l'application carte vitale, par un certain nombre d'éléments, elle peut solliciter les téléservices de l'AMO pour effectivement identifier correctement le patient. Dans un deuxième temps, la GAP, elle peut solliciter également, enchaîner cette sollicitation pour alimenter une liste de travail, des dossiers pour lesquels le patient en fait a une couverture AMO qui ne serait pas valide. Parce que pourquoi revoir un patient pour lequel sa couverture a été validée par les téléservices à l'admission pour revérifier sa couverture à ce moment-là? Ça n'a pas vraiment de sens. Par contre, pouvoir faire le tri et se dire j'ai un retour négatif du téléservice, effectivement celui-ci, la GAP peut le trier, le ranger dans une liste de travail qui constituera la liste en fait des dossiers à revoir. Au niveau de ROC est un dispositif qui démarre, en fait, s'enclenche avec la lecture du data matrix. Mais bon, demain, l'application carte vitale pourra venir effectivement améliorer encore le dispositif. Mais en l'état, en juste douchant effectivement l'attestation de tiers payant, c'est la GAP qui va directement solliciter les téléservices mis à disposition par l'organisme complémentaire pour récupérer l'information sur la validité des droits du bénéficiaire de soins et compléter la dite liste de travail que j'ai citée plus tôt. Parce qu'on parle de la couverture du patient. On n'est pas obligé de les catégoriser directement à ce niveau-ci. Et également, par l'appel en fait des téléservices ROC, la GAP va permettre d'identifier si pour ce type de contrat, donc c'est l'AMC qui a la main dessus et qui va répondre, va vous dire oui, ce contrat, le contrat du patient là permet effectivement est un contrat dit responsable et ne présente pas de reste à charge potentiel. Ou au contraire, le patient que vous essayez d'admettre, lui, il veut une chambre particulière, sa couverture, ses garanties sont à hauteur de 40 € pour une chambre à 50, donc il y aura 10 € de reste à charge. Donc là, il peut y avoir un reste à charge qui est identifié et dans quel cas, vous pouvez également automatiquement avoir un indicateur de positionné par la GAP qui permettra en fait d'identifier que ce patient est éligible à l'inscription dans diapason, alors que celui pour lequel il n'y aura pas de reste à charge, pas de prestation facturée qui nécessite de reste à charge, pourquoi encombrer les bureaux des entrées avec la récupération d'informations auprès de ce patient? Donc encore une fois, l'idée, c'est que là, fort de ces outils, en plus effectivement de répondre aux constats, aux convictions, l'automatisation permet d'atteindre des objectifs connexes et notamment d'optimiser les flux patients. Alors matérialiser en rouge les patients qui auraient un défaut de validité ou du moins qu'il faut faire passer au bureau des entrées, en vert ceux qui pourraient aller directement en unité de soins par exemple.
Au niveau des soins, on a le cadre d'un passage en chambre particulière en cours de séjour. Donc ça, c'est un cas qui est un peu à la limite. Bon bah ok, mon voisin de chambre, on a assez d'entendre mes ronflements. Pour raison personnelle, il souhaite être mis dans une chambre particulière. Et donc dans quel cas, dès lors que l'information, dès que la prestation de chambre particulière est captée par la GAP, celle-ci peut automatiquement relancer les téléservices ROC et obtenir le niveau d'engagement de couverture de l'AMC et identifier un éventuel reste à charge. Bis repetita, en identifiant le reste à charge, on a la possibilité de positionner un indicateur sur le dossier, d'alimenter une liste de travail qui permet à l'agent administratif de solliciter le patient par un accompagnant, par l'unité de soins, bref, par un circuit qui reste à déterminer pour récupérer les bonnes informations avant la sortie du patient. Quand bien même si ce n'était pas fait, on pourrait également le faire au niveau de la sortie du patient parce qu'on a la possibilité de sécuriser les recettes avant la sortie du patient. Je vous indiquais qu'il est possible d'obtenir un engagement de paiement de l'organisme complémentaire et donc ce qui permet effectivement d'avoir déjà une visibilité sur les éléments à facturer avant que le patient s'échappe, et notamment lorsqu'il y a des prestations un peu particulières comme la chambre particulière, un lit accompagnant, ainsi de suite. Et donc dans ce cadre-là, en l'identifiant, et toujours par la réponse au téléservice, et ça c'est la GAP qui effectivement peut préparer les listes de sortie du lendemain et donc relancer les téléservices pour l'intégralité des dossiers et ensuite permettre effectivement d'avoir encore une fois une optimisation des flux des patients sortants en identifiant clairement ceux qui auraient une nécessité à passer par un quelconque bureau administratif et ceux qui pourraient se rendre à leur domicile directement. Au niveau de la facturation, là pour le coup, facturer avec les produits Symfony, ça ne doit pas changer les procédures pour les agents administratifs. Ils lancent leur processus de facturation, c'est l'outil qui doit effectivement gratter pour transmettre dans les tuyaux qui vont bien l'information correctement préparée. Et donc dans quel cas on revient au cas de figure précédent, si ce n'est qu'on a rajouté quand même la partie CDRI. Bon, les droits d'un patient peuvent être ouverts à l'entrée et pas à la sortie, donc ils méritent d'être vérifiés effectivement au moment final de facturation. Ensuite, facturation au fil de l'eau avec FIDES, facturation avec ROC suivant l'engagement de paiement récupéré. Et s'il y avait un reste à charge pour le patient, recouvrement automatique avec diapason si l'on a inscrit le patient. Donc à ce stade, on avait effectivement de l'acné, donc Super SIH, c'est un peu notre biactol. Voilà, si on cherche des images. Et là, on se rend compte en l'occurrence que pour répondre aux différents objectifs métiers que j'ai cités, on a la possibilité, l'écosystème est aujourd'hui mature pour pouvoir automatiser un certain nombre de ces actions. Pour finir ce propos et avant d'interroger Madame Gillon, parce que c'est notre caution quand même quelque part aujourd'hui, pour le coup il faut comprendre aussi qu'on a une phase d'expérimentation et ça dédouane en quelque sorte la position de Madame Gillon. C'est-à-dire que je comprends qu'on puisse dans un premier temps, par manque de confiance, vouloir avoir des outils un peu plus unitaires pour pouvoir suivre pas à pas la démarche. Et ça, on le concède tout à fait. Par contre, effectivement, maintenant qu'on a fait cette démarche, on espère que les témoignages comme celui de Madame Gillon permettront aux autres établissements d'avoir plus confiance et donc d'être les prescripteurs auprès de leurs fournisseurs de solutions de ce type de dispositif. Voilà. Et donc, notre démarche auprès des établissements s'accompagne également d'une démarche auprès des éditeurs, mais aujourd'hui, on voulait vraiment mettre l'accent sur notre travail avec les établissements qui acceptent de travailler avec nous sur ces différents projets. Donc la question, Madame Gillon, et la roulement de tambour. Est-ce que notre vision, est-ce que vous avez confiance effectivement dans la capacité de votre établissement, de votre éditeur, accompagné par les tutelles, donc la DGOS, l'ANS, l'OND, de réussir la mise en place de Super SIH au GHU? Mais complètement. On s'arrête là? Complètement. Ok. Bon, en même temps, si vous nous répondiez autre chose, on était un peu mal pour la suite. Non, c'est très intéressant. Après, effectivement, je pense que c'est important de pouvoir travailler en tripartite. Voilà, pour comprendre aussi les contraintes de chacun et les contraintes de terrain. Donc, mais on a hâte. Hein, Céline? Je suis sûr. C'est livré quand? Justement. Alors, on prêche entre convaincus, visiblement, donc entre établissements, ANS, la DGOS, je pense qu'on est tous, effectivement, on partage tous ce constat, la capacité à tendre vers cela. Maintenant, tout ça ne peut pas se faire sans les éditeurs. Et je l'ai dit tout à l'heure, mine de rien, la marche à gravir pour les éditeurs, la somme de travail à réaliser n'est pas anodine.
Effectivement, aujourd'hui, on arrive un peu en 2022 au bout d'une situation où les différents outils qu'on vous a cités sont aujourd'hui disponibles. Allez, au pouillem près pour certains qui voudraient encore travailler sur le CADRI par l'eau ou pour l'extension de périmètre sur ROC, mais le schéma reste le même. Donc effectivement, les outils sont disponibles, les établissements sont favorables. Au niveau des éditeurs, qu'en est-il? Parce qu'effectivement, vous pourriez, j'ai été en établissement aussi, on pourrait avoir un peu de scepticisme en disant oui, mais est-ce que mon éditeur sera à même de s'inscrire dans cette démarche? Je vous disais qu'en fait, on conduit également cette démarche avec des éditeurs depuis un certain temps. On l'a réaccéléré effectivement sur l'année 2021. Donc aujourd'hui, on a 11 éditeurs inscrits, donc ce qui représente une grosse part du marché des établissements. Les éditeurs, dans le cadre de cette démarche, une fois qu'ils sont inscrits, c'est une chose. Bon, personne n'en est sorti pour le moment. Donc la note de satisfaction globale, ce qu'on essaye effectivement d'inscrire notre démarche quantifier notre démarche avec des enquêtes de satisfaction qui sont systématiquement transmises. On est aujourd'hui à une note moyenne de 4,64 sur 5 et une note de recommandation, à savoir les éditeurs recommandent leurs confrères effectivement de s'inscrire dans cette démarche. Donc si à tout hasard vous aviez un éditeur qui n'y était pas inscrit encore, invitez-le à y venir, on l'accueillera à bras ouverts. Et donc je vous laisse les quelques verbatims, j'ose pas les lire faute de mégalomanie. Et donc du coup, il y a quand même un point, c'est qu'on a vu un certain nombre de ces outils. Ces outils, pour nous, en fait, ils répondent, c'est une réponse très consistante, pérenne aux constats et aux convictions du programme Symphonie. Selon nous, les ambitions et la réponse aux ambitions du programme Symphonie se matérialiseront le jour où en fait l'intégralité de ces outils accompagnés d'une automatisation en mode super SIH tel qu'on vous l'a présenté pourront effectivement s'inscrire dans des outils de pilotage qui permettront en fait aux établissements d'avoir un vrai module de pilotage pour effectivement sortir du traitement systématique pour pouvoir rentrer dans une logique de traitement de l'exception de la chaîne d'accueil facturation recouvrement. Voilà, donc ça c'est effectivement la petite part de travail qui nous reste à réaliser. Donc ce propos pour vous dire que les outils sont disponibles, les établissements qui sont entrés dans la démarche témoignent effectivement de la qualité du dispositif et de la valeur ajoutée de ceci. Les éditeurs sont prêts à rentrer dans la démarche, maintenant on n'a plus qu'à construire collectivement effectivement le super SIH de demain. Un truc après ? Je pense qu'on arrive au bout. Et donc du coup, laissons la place aux éventuelles questions si nous n'avons pas été clairs. Tu conclus ? Oui, j'attendais quand même des questions. J'avais envie de répondre à des questions. Non, en tout cas, je pense que le message qu'on voulait vous faire passer, c'est que voilà, on a un écosystème qui est mûr, qui est prêt. Je dirais ce qui nous manque, l'objectif de la démarche, là, c'est les établissements. On a vraiment besoin des établissements qui adhèrent à notre super SIH et qui le portent auprès de leurs éditeurs. On voit que les éditeurs sont prêts à jouer, ils sont engagés. Ils ont fait l'effort de développer les différents téléservices. Ils sont engagés dans cette démarche d'intégration forte et d'automatisation. Maintenant, il faut que les établissements poussent parce qu'on a beau décrire ça, le porter aussi fort qu'on le souhaite. Si ce n'est pas vous, établissement, client, qui portez cette volonté auprès de vos éditeurs, il y aura toujours plus important à faire, plus urgent à faire. Donc voilà, c'est vraiment transformer l'essai. Et c'est les messages qu'on voudrait que vous reteniez de cet atelier, d'aller porter la marche suivante auprès des différents... De vos différents éditeurs. Je laisse peut-être Gilles faire un mot encore plus conclusif. Oui. On va prendre de la hauteur là. Vu mon mal au dos, je ne suis pas sûr qu'on va prendre beaucoup de hauteur. Non, je voudrais vraiment rebondir sur ce que dit Florian. Soyez exigeants. Soyez exigeants vis-à-vis de vos éditeurs, mais aussi soyez exigeants vis-à-vis de vos directions. Depuis maintenant plus de 5 ans, la DGOS accompagne financièrement, et puis par des tas d'autres moyens, mais en particulier financièrement les établissements pour la mise en place des différentes briques du programme Symphonie. Les éditeurs ont fait le travail, il faut que vous le demandiez, il faut que vous l'obteniez. Alors je sais que c'est compliqué de l'obtenir de temps en temps, mais soyez exigeants vis-à-vis de vos éditeurs sur les fonctionnalités, sur l'automatisation, soyez exigeants vis-à-vis de vos DAF, de vos DSI et de vos DG.
l'écosystème d'accompagnement actuel va encore durer quelques années, mais il ne va pas être indéfini. Et donc c'est maintenant, c'est le moment de faire aujourd'hui. Merci. Madame Ginon, peut-être un mot de conclusion? Non, bah après, je pourrais que recommander effectivement de s'engager dans le programme. Nous, on l'a fait. Alors oui, ça demande entre guillemets un coût d'entrée, hein, un investissement financier de la part de l'établissement, mais aussi un investissement métier. Mais la plus-value, vous l'avez très rapidement. Voilà. C'est sincère. J'ajoute parce que c'est vrai qu'il s'est passé beaucoup de choses depuis qu'on a commencé à travailler, et surtout Sandra, parce que c'est elle qui porte le projet, mais sur des aspects très concrets, à chaque étape du dispositif, quand on passe une marche, nous, on gagne aussi en tant que métier. Donc ça commence par nos bases débiteurs, l'analyse de nos flux, de nos circuits de facturation, et tout ça, c'est des petites choses, mais où on remet en question, où on réétudie nos modes de fonctionnement. Et là où je pense, je vous rejoins, il faut se lancer maintenant, parce qu'il y a quand même du travail à faire, et qu'à un moment donné, pour l'instant, on est accompagné, on est suivi, on est épaulé, on peut échanger entre nous. C'est aussi l'un des grands bénéfices qu'on a tous dans les ateliers, c'est qu'on échange entre nous, on construit ensemble. Finalement, la solution, c'est la nôtre, c'est celle qu'on construit avec l'ANS, et ça, c'est extrêmement appréciable. Un dernier mot, oui. Vous remerciez tous les deux pour l'accompagnement de Sandra. Cet accompagnement a été constant. Merci. Oui, merci à l'ANS. Franchement, une équipe très présente et très sympathique. Ouais, justement, je voulais vous remercier justement d'avoir accepté de participer à cet atelier avec nous, un peu plus funky que ce qu'on peut rencontrer habituellement. Donc merci beaucoup, c'était un plaisir. Merci à vous.